Notre invité du jour, c'est Christopher Gigès, membre du gouvernement notamment en charge de la transition énergétique, du développement des énergies renouvelables et de l'économie numérique. Pardon. Christopher, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous a invité pour commenter l'actualité politique, à commencer par ces 3 jours de visite de Gérald Darmanin sur le territoire. Gérald Darmanin, qui a notamment tenu des bilatérales avec chacun des deux camps, les indépendantistes d'un côté, les loyalistes de l'autre. Comment ce rendez-vous s'est-il passé? On n'en a pas entendu trop parler pour l'instant. Est-ce que tout cela a tenu ses promesses? Déjà, il a tenu sa promesse de revenir après le congrès du FLNKS. Je crois que c'était quelque chose d'important. Il leur avait laissé un peu de temps pour qu'ils puissent se mettre d'accord. Il a tenu sa parole. Ensuite, sur la visite en lui-même, on peut être que satisfait de ce qu'a pu dire le ministre. Il a été factuel. Il y a eu un référendum. Il y aura des élections qui se tiendront à l'heure, avec un corps électoral qui sera pas celui qui est actuellement. Donc, on ne peut que se satisfaire de ce qu'a pu dire le ministre. Maintenant, on attend les discussions à trois pour trouver cette voie à la Nouvelle-Calédonie qui nous permettra de retrouver une prospérité. Vous vous attendiez à ces annonces, à ce qu'il aille aussi loin dans les engagements? Il a été factuel, hein, c'est ce que je dis. Enfin, c'est même pas une question d'aller loin ou de prendre parti, c'est-à-dire que il a rappelé le résultat du référendum, il a dit le droit sur les prochaines élections, et je crois qu'il y a une attention particulière de la part de l'État sur le fait que la Nouvelle-Calédonie s'inscrive dans un processus long au sein de la République et trouve sa place au sein de la stratégie nationale. Donc, une très bonne visite, très utile et qui permet de renouer les fils du dialogue. Et je crois que la Calédonie a bien besoin de ça en ce moment. Exit donc tout ce qui est projet d'indépendance, ça, on a l'impression que ça y est, ça accélère, on passe à la deuxième étape, à savoir la définition d'un nouveau schéma institutionnel. Les Calédoniens ont tranché. Les Calédoniens, ils ont tranché par 3 fois. Nous, on l'avait déjà dit, il n'est pas question de parler d'indépendance, à la limite d'autodétermination, parce que c'est dans la Constitution française et il faudra définir comment on le déclenche, si on le déclenche le plus tard possible. Mais la question de l'indépendance a été réglée par les Calédoniens. On a un projet au sein de la République française et c'est ce qu'on a pu dire depuis maintenant plusieurs mois. Alors comment ça s'est passé durant ces bilatérales? Vous avez été reçus, donc les loyalistes en même temps que Calédonie ensemble. Concrètement, est-ce que chacun a présenté son projet ou est-ce que vous êtes ralliés tous à un projet commun? Non, on a déjà écouté les propositions du ministre, les propositions de calendrier du ministre sur la mise en place de ce projet institutionnel et de ce calendrier institutionnel. On a chacun parlé de notre projet. Il y a de manière unitaire sur le fait de respecter le choix du référendum. Et donc ça, c'était la chose la plus importante. Ensuite, je crois que Calédonie Ensemble a été assez vindicatif sur le projet commun qu'on a su se mettre d'accord entre autres non-indépendantistes. Je crois que les Calédoniens attendent pas ça, attendent pas qu'un parti ou un autre s'invective. Ils ont besoin d'unité, notamment du camp non-indépendantiste. Et je crois que le problème aujourd'hui, c'est que Calédonie Ensemble a un leader qui ne veut pas partir à la retraite comme il était prévu et qui continue à s'accrocher et à exister. Donc, Donc ça va être compliqué de s'entendre déjà non, sur un non, projet commun non, parce entre qu'on loyalistes. voit qu'on travaille déjà bien avec Philippe Dunoyer. Donc, je suis convaincu que les bonnes volontés arriveront à se retrouver le moment venu. Oui, vous avez déjà réussi à mettre sur la table finalement un ensemble d'éléments communs que vous partagez Oui, tous. on a trouvé on s'est mis d'accord avec les Républicains calédoniens, Génération et le MPC qui constituent aujourd'hui Les les loyalistes. loyalistes sur un projet commun, sur un projet qui permettra de donner un avenir à la Nouvelle-Calédonie au sein de Mm. l'espace français avec la notion de pays intégré au sein de la République, avec un volet économique qui est également important. On a eu des discussions avec le Rassemblement, on voit que les nuances sont pas très grandes avec le Rassemblement sur ce projet-là. Ben, il reste Calédonie Ensemble. Je suis convaincu qu'il y a des personnes responsables à Calédonie Ensemble et qu'on pourra trouver un projet commun non indépendantiste de manière générale. Vous allez essayer de les convaincre peut-être au fait de rallier ces deux termes, peuple calédonien et pays intégré, Oui, sur un projet. enfin, vous savez, la notion de peuple calédonien, c'est quelque chose qui a été un peu entaché par Philippe Gomez à un moment où il souhaitait s'inscrire dans une démarche de compromis vis-à-vis des indépendantistes. Là, on dit juste que en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas que le peuple kanak, il y a aussi un peuple de différentes ethnies
qui vivent ensemble, qui est au sein de l'ensemble français et qui souhaitent avoir les mêmes droits. Et c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté, c'est-à-dire, enfin, la notion de tous pareils en Nouvelle-Calédonie est quelque chose pour nous d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a eu des concessions de fait, il y a eu des concessions pour valoriser le peuple kanak dans les accords de Matignon et dans l'accord de Nouméa. On est maintenant dans une nouvelle dynamique avec des mêmes droits pour tous et des mêmes devoirs pour tous. Tout ça, ça commence par un homme, une voix, donc avec le corps électoral qui, a priori, va être dégelé, comme l'a annoncé le ministre. Alors, vous, quel type de corps électoral vous préconisez? Un corps glissant ou un corps entièrement dégelé? Vous savez, c'est ce qu'a pu dire le ministre. Il n'y a pas un pays où on ne peut ne pas voter après plusieurs années de résidence dans ce pays même, où on vote, on paye des impôts, on participe à la vie de la cité. C'était devenu anticonstitutionnel et donc c'est quelque chose sur lequel on a mis en tête d'affiche et comme condition sine qua non aux discussions. C'est-à-dire que l'ouverture du corps électoral pour nous, c'est quelque chose qui est logique dans la nécessité de construire une Nouvelle-Calédonie qui est ouverte. La notion de durée, elle se discutera. Nous, on est prêt à discuter à des choses, mais on ne discutera pas du principe du dégel. Le dégel, Il est acquis. il est acquis. Ça a été rappelé par le ministre, c'est-à-dire que même si ça devait être attaqué à un moment, aujourd'hui, toutes les législations et toutes les décisions juridiques montrent qu'on ne peut pas rester dans cette situation et le ministre a dit qu'on ne resterait pas dans ces situations lors des prochaines élections provinciales. Donc ça fera l'objet de négociations, notamment avec les indépendantistes. C'est Oui, sûrement une, oui. Enfin, une variable d'ajustement. oui, je pense que chacun peut comprendre que ce sujet est important l'un comme pour l'autre. Donc un consensus est trouvable. Si ce consensus n'est pas trouvé, le ministre a indiqué qu'il prendrait ses responsabilités. Alors l'État a proposé, donc vous en parliez, un calendrier et une méthode de travail afin d'aboutir à un projet institutionnel d'ici le mois de septembre, dans l'optique de modifier la Constitution début 2024 pour pouvoir donc provoquer toutes ces élections provinciales là, en mai. 5 mois pour définir ce projet, ça vous semble faisable? Oui, très clairement. Enfin, j'ai eu l'occasion de participer à plusieurs groupes de travail sur l'avenir institutionnel, sur le développement économique, sur la question énergétique et sur d'autres sujets. On voit qu'il y a une même volonté d'avancer, même si tous les indépendantistes ne sont pas là. On a l'occasion d'avoir des discussions en off. Très clairement, sur des sujets de société, on est en capacité de se rassembler et de trouver un projet commun. Ensuite, vous savez, en Nouvelle-Calédonie, on est souvent un peu lent pour démarrer, mais on va très vite quand on a démarré. Et je suis convaincu que dès lors que tout le monde et que les trois parties seront autour de la table, il ne nous faudra pas beaucoup de temps pour trouver ce projet commun. Parfait. Alors, le ministre a aussi été très impliqué sur le sujet du nickel. Et il a affirmé d'ailleurs sans embâche que l'État ne donnera plus d'argent aux usines de Nouvelle-Calédonie tant qu'il n'y aura pas un nouveau projet industriel pour nickel. Concrètement, en quoi ça pourrait consister ce qu'on appelle le New Deal calédonien du nickel? Déjà, il a raison, c'est-à-dire que l'État ne peut pas compenser la faillite du nickel calédonien en permanence sans projet, parce que on est à un cours du nickel qui est exceptionnellement haut, pas de manière conjoncturelle. Ça fait maintenant plusieurs mois que le nickel est très haut et permettrait de générer des bénéfices, et les trois usines perdent de l'argent. Et ça, c'est pas normal. Et donc, il est essentiel de définir, sur quelle place l'État considère le nickel calédonien. Est-ce que c'est un minerai stratégique aussi pour la nation dans la stratégie européenne de batterie, donc aussi pour l'Union européenne? Quel type de nickel il est important de créer en Nouvelle-Calédonie de manière coordonnée entre les différentes usines? Est-ce que c'est du nickel pour les batteries? Est-ce que c'est du nickel pour de la construction un peu plus large? Quel type d'alimentation énergétique et sur quel type de positionnement? Et là, je suis membre du gouvernement en charge de la transition énergétique et on travaille avec le secteur de la métallurgie, pour baisser leurs coûts, mais aussi pour avoir un positionnement qui est compétitif en matière de nickel vert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 80% de l'alimentation énergétique du secteur de la métallurgie, c'est des énergies fossiles. Demain, on souhaite atteindre 70% d'énergie renouvelable et 30% d'énergie fossile. Ça implique un certain nombre d'investissements, notamment, enfin, les fermes photovoltaïques ont été autorisées, mais notamment de stockage. Et ça, c'est quelque chose qu'on discute aussi avec l'État. Alors justement, vous êtes justement en charge de la transition énergétique, donc ça va être un sujet majeur pour vous dans les prochains mois, dans les prochaines années. Comment faire concrètement pour réduire le coût de l'énergie, comme Gérald Darmanin l'appelle de ses voeux? Il y a
plusieurs choses, et notamment le plan qu'on met en place à cet objectif-là. Vous savez, il y a 3 ans, on me prenait pour un fou quand je disais qu'il fallait utiliser les énergies renouvelables dans la métallurgie, parce que c'était une notion complètement différente du Mhm. modèle actuel, avec chacun sa propre usine fossile qui tourne toute la journée et toute la nuit. Là, on a des énergies qui sont gérées par le réseau et qui sont intermittentes. Et on Euh, s'arrime au réseau électrique, quoi. Chaque voilà, usine s'arrimerait au réseau électrique, hein. exactement. C'est Donc, ça l'idée. donc ça, c'est un changement de paradigme extrêmement important, peut-être aussi important que le fait de passer à 70% d'énergie renouvelable. Et cette trajectoire, enfin, je vais vous donner un exemple. La Prony Énergie qui est alimentée au charbon aujourd'hui, il y a quelques mois de ça, le bateau de charbon était à 400 millions. Aujourd'hui, il est à 2 milliards, ce bateau de charbon, avec un coût de l'énergie qui est à plus de 20 francs sur Prony Énergie. Et en fait, la trajectoire énergie renouvelable est le seul moyen d'être autosuffisant en matière énergétique et donc de baisser considérablement sa facture d'énergie pour le secteur de la métallurgie. Mais ça passe par de la production d'ENR, mais aussi par du stockage d'énergie renouvelable. Et c'est là qu'il y a des grandes discussions avec l'État pour voir à quel niveau l'État doit intervenir dans la filière nickel, mais de manière intelligente. C'est-à-dire que on vient pas boucher les trous, on vient investir dans une industrie qui est stratégique pour la nation et qui permet de créer des emplois, valoriser des richesses en Nouvelle-Calédonie. Tout ça, ça viendrait pas, à contrario par rapport à la volonté des métallurgistes qui sont souvent des privés? Le fait qu'on leur impose vraiment une stratégie pays, est-ce que ça risque pas de bloquer Non, parce auprès des que, privés? enfin, ensuite, quand on demande de l'argent public, on peut pas dire qu'on fait ce qu'on veut. Dès lors qu'on demande de l'argent public à la fois sur de l'énergie et sur des subventions d'équilibre ou sur de la défiscalisation, les pouvoirs publics ont quand même un rôle à influencer. Le nickel, c'est un élément majeur politique de la Nouvelle-Calédonie. C'est notre principale richesse en termes économiques. Et donc, c'est normal d'avoir un plan. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire ce qu'il veut. Si on décide de dire on souhaite aller vers du nickel vert et que ça soit valorisé internationalement, le fait que la Nouvelle-Calédonie se positionne sur ce nickel durable, je pense que chaque opérateur est capable de comprendre ça. Les investissements qu'on fait pour baisser la facture énergétique aussi imposent de la part des métallurgiens un certain engagement, et un certain engagement à long terme, du fait de pouvoir acheter cette électricité en contrepartie qu'on réalise ces investissements. Parfait, je reviens alors à la visite de Gérald Darmanin. Le président Louis Mapou aura été invisible, hein, durant ces quelques jours, refusant même de rencontrer le ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous avez une explication, vous qui êtes au gouvernement? Non, il faut lui poser la question, mais enfin, moi je ne comprends pas qu'un président du gouvernement refuse de rencontrer un ministre, surtout quand on lui demande de l'argent. Et je ne comprends pas que le président du gouvernement ne reçoive pas les manifestants quand il y a des manifestants devant le gouvernement. Et on a vu 9000 Calédoniens qui étaient extrêmement inquiets sur leur avenir il y a quelques jours. Enfin, je n'explique pas la non-présence de Louis Mapou à ces événements-là. Alors justement, revenons Surtout, sur surtout ce... avoir fait tomber le gouvernement pour le prendre. Quand on est président du gouvernement, on assume ses responsabilités. Alors justement, revenons sur ce sujet de la réforme du RUAM, le financement du RUAM qui sème pas mal de troubles en ce moment en Calédonie. Il y a une nouvelle mobilisation, hein, qui est prévue par les organisations professionnelles et patronales à l'approche ce mercredi pour manifester contre le projet de réforme porté par l'Éveil océanien. Milakoulo Tukumuni a annoncé la semaine dernière en séance au Congrès que le texte pouvait évoluer. Il le disait de manière solennelle et qu'il pourrait être complété. À votre avis, est-ce que c'est vraiment son intention et si oui, de quelle manière il pourrait évoluer? Vous savez, j'ai pas à commenter les déclarations de Monsieur Tukumuni. Enfin, il a la liberté qui est la sienne de déposer un texte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ce texte a été déposé. Et pourquoi ce texte a été déposé, c'est un peu les raisons de l'absence de Louis Mapou de certaines discussions, c'est parce qu'il n'y a eu aucun texte déposé par le gouvernement depuis des mois. Depuis que les indépendantistes ont pris leurs responsabilités, ils ne se sont pas occupés du REM. Et vous savez, j'ai pas Vous une, avez pourtant fait des propositions. Je sais oui, que et c'est... vous savez, j'ai pas une grande affection pour Philippe Germain quand j'étais dans l'opposition, mais au moins Philippe Germain, il s'occupait de cette chose-là. On est d'accord, on n'est pas d'accord sur les orientations, mais le président du gouvernement s'en occupait. Thierry Santa avait pris ce secteur-là quand il était président du gouvernement. Aujourd'hui, Louis Mapou n'assume pas ce secteur-là, et donc
la nature ayant horreur du vide, Monsieur Toukoumouli a voulu s'en servir pour exister politiquement sur ça. Moi, je suis en désaccord avec ce qui a été proposé par Monsieur Toukoumouli, mais au moins le débat est posé. C'est pas à 3 élus du Congrès de se saisir d'un texte aussi important. C'est à l'exécutif, et on a fait cette proposition. On a dit, et parce que, enfin, on nous a beaucoup reproché de dire oui, mais Monsieur Toukoumouli a proposé un texte, il n'y a pas de texte des loyalistes en face. On a fait le choix de ne pas déposer de texte sur notre vision pour trouver sur un sujet aussi important que ça un positionnement commun qui viendrait du gouvernement et sur lequel l'exécutif, et c'est pourtant présidé par un indépendantiste, donc on prend sur nous en disant ça. On essaye de faire preuve de responsabilité, sauf que le gouvernement, lors de la dernière collégialité, Louis Mapou a dit qu'il refusait de le prendre et qu'il laissait M. Toukoumouli assumer ça. Quand on est président du gouvernement, on assume ses responsabilités et on prend la question des comptes sociaux et surtout, on essaye de trouver un consensus. On soit d'accord avec un gouvernement collégial, pas collégial, c'est les discussions institutionnelles qui trancheront là-dessus. Nous, on a notre avis sur le fait que la collégialité aujourd'hui est plus contre-productive qu'autre chose, mais elle est là. Et donc, le président du gouvernement devrait dire, maintenant, il y a la société calédonienne qui s'oppose sur ce texte-là, dans la rue, entre patrons, entre syndicats de salariés, entre forces politiques. Le gouvernement devrait reprendre la main et c'est ce qu'on a proposé. Décider de retirer le texte plutôt que de Bah, faire ça me- retravailler par le Congrès. Oui, enfin, le gouvernement n'a pas la capacité de retirer le texte à M. Toukoumouli, mais je pense que il devrait lui aussi avoir l'intelligence de retirer ce texte-là et qu'on essaye de trouver des solutions. Il a voulu ouvrir le débat. Le débat, il est plus qu'ouvert hein, quand on a 9000 personnes qui sont en train de manifester dans la rue sur ce sujet. Et à juste titre, enfin, quand on voit qu'un carreleur ou qu'un artisan, qu'un petit patenté va payer un mois de plus de cotisations supplémentaires avec ce texte-là, enfin, c'est pas sérieux. Enfin, ou que les bas salaires qu'on devrait encore plus aider aujourd'hui avec l'inflation galopante qu'on connaît, on va leur faire perdre du pouvoir d'achat ou mettre en danger leur emploi. C'est extrêmement dangereux pour la suite et c'est d'autant plus grave que moi j'ai relu le New Deal qui avait proposé l'éveil au Seigneur. C'était l'inverse C'était qui était exactement marqué. l'inverse. Baisser les cotisations. C'est-à-dire, et quand on veut de la crédibilité en politique, on ne dit pas qu'on est loyaliste un jour et on vote pour des indépendantistes le lendemain au Congrès. On ne propose pas de renforcer les abattements sur les bas salaires et de mettre en place des choses pour transférer de la charge qu'il y a sur le travail plutôt sur la fiscalité pour proposer l'inverse derrière. Je crois qu'il y a de la cohérence à avoir en politique pour avoir de la crédibilité. Est-ce que la manifestation peut servir à quelque chose mercredi ou ça y est, c'est trop tard, on est déjà trop loin dans le processus législatif? Non, vous savez, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, même si le texte venait à être adopté. C'est jamais trop tard parce que je pense qu'il faut que la rue se fasse entendre. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais il faut que la rue se fasse entendre et il faut que Louis Mapou les reçoive cette fois-ci. Mais le texte n'est pas encore adopté au Congrès et donc on aura plein de moments de débat au sein des institutions pour que ce texte ne passe pas, parce que je suis convaincu qu'un certain nombre d'indépendantistes sont convaincus de la dangerosité aussi de ce texte pour leur population, pour des petits artisans, pour des petits pêcheurs. On a vu les manifestations qui ont eu lieu, parce que c'était pas que à Nouméa, hein, c'était pas les grands patrons de Nouméa, hein, là c'était les petits patentés et à Bourail, à Koné, à Lifou, qui ont dit non à ce texte parce que ça met en danger leur entreprise. Et je suis convaincu qu'un certain nombre d'élus indépendantistes auront la responsabilité de ne pas le voter. Mais même si ce texte devait être voté, ce qu'une loi fait, une autre loi peut le défaire. Et si on revient, enfin, et quand on reviendra aux responsabilités, parce qu'il y a un moment, ce système institutionnel antidémocratique où on permet à une minorité de décider pour la majorité va prendre fin avec les nouvelles institutions, je prends l'engagement au nom des loyalistes qu'on déposera un texte qui permettra de défaire cette loi. Parfait, merci pour ce sujet. Alors, une dernière question. On entend parler de pas mal de choses sur l'OPT, notamment sur le projet Convergence, qui après 4 ans de mise en place pour le moins laborieuse, semble fonctionner coup-ci coup-ça. Il devait coûter 4 milliards de francs et finalement on se retrouve avec une facture de 8 milliards et c'est pas encore fini. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Vous êtes gentil sur le coup-ci coup-ça parce que enfin, des échos qu'on a, c'est que ça fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que ça met à mal le travail des agents de l'OPT, ça met à mal
le service qui est rendu par l'OPT alors que ça devait le révolutionner. Vous savez, chacun a sa part de responsabilité dans ça. Le gouvernement n'a pas assumé depuis longtemps le fait de dire que c'est la tutelle du gouvernement. Je compte bien changer ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'OPT est C'est un EPIC, hein. c'est un EPIC. L'OPT est un EPIC du gouvernement, enfin un établissement public du gouvernement, à caractère commercial, mais c'est quand même à 100% au gouvernement et dans une situation de monopole. Et quand on est dans une situation de monopole, on a un devoir de transparence et on a un devoir vis-à-vis de son autorité de tutelle. Et je compte bien changer le fait de dire que le gouvernement doit prendre sa place. Donc c'est pour ça que j'ai fait un courrier au directeur général de l'OPT le 4 janvier dernier pour demander des explications sur Convergence, savoir pourquoi on est passé de 4 à 8 milliards. Est-ce qu'il y a eu des procédures qui ont été respectées en termes de marché public? Parce que passer de 4 à 8 milliards, ça a quand même un impact sur les finances publiques et sur les finances de l'Office. Quel dispositif avait été mis en place pour suivre ce projet? Qui a la responsabilité de suivre ce projet? Parce qu'il y a bien un moment, il y aura des responsabilités à porter. Et surtout, le fait de dire maintenant qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu pour rendre un meilleur service? Est-ce qu'on continue dans une dérive de coûts qui est hallucinante? Je regrette sincèrement d'avoir fait ce courrier le 4 janvier et qu'on est aujourd'hui mi-mars et que je n'ai toujours pas de réponse. Donc, si la semaine prochaine je n'ai toujours pas de réponse, on passera dans une phase qui sera différente vis-à-vis de l'OPT. Je m'autorise à saisir la Chambre territoriale des comptes pour demander un avis sur cette question. Vous le faites avec votre casquette de membre du gouvernement, là, en charge de l'économie numérique? En charge de l'économie numérique, ouais. Donc, où j'ai la tutelle de l'OPT. Je regrette de ne pas avoir été informé plus tôt de ce qui a été fait. Donc, c'est des informations que vous n'aviez pas, vous, à votre disposition? Non. Enfin, et même le conseil d'administration, je pense, n'avait pas tout à fait ces informations-là. Donc, aujourd'hui, l'OPT est en monopole. Enfin, j'ai eu l'occasion de dire souvent ce que je pensais de la question du monopole de l'Office. Aujourd'hui, quand on est en monopole, on a un devoir de transparence qui est beaucoup plus fort, surtout quand c'est des deniers publics qui sont engagés. Merci beaucoup, Christopher Gigès, pour toutes ces précisions. Merci. Et puis à très bientôt sur NC News. À bientôt.